Madame, Messieurs, bonsoir. Le 3 mai 2016, lors d'un discours animal, le président de la République a annoncé sa volonté de supprimer le Sénat, pourtant dominé par la majorité présidentielle. Selon le président, cette institution alourdit le processus d'adoption des lois en allongeant la durée des procédures. À la place, il propose de créer des conseils régionaux dont les membres élus seraient issus des territoires et donc des régions pour veiller au développement économique et social des 10 régions. Donc, pour en parler, nous avons deux invités. D'abord, M. Biranouane, professeur de géographie à l'Université de Nouakchott et spécialiste de l'aménagement du territoire. Bienvenue, professeur. Ensuite, M. Youssouf Viedali, expert comptable, professeur également à l'Université de Nouakchott. D'abord, professeur Wan, le conseil régional, selon vous, a-t-il vocation à remplacer le Sénat? Bon, je pense que c'est une mauvaise lecture des propos que le président de la République a tenus. Le parallèle fait avec le Sénat, c'est en termes d'économie budgétaire pouvant être réinvestie dans le développement local avec la création de nouvelles entités territoriales décentralisées que l'on appelle la région. Donc ce n'est pas en termes de comparatif entre les deux institutions parce qu'elles n'ont pas les mêmes vocations, elles n'ont pas les mêmes... Dans ce cas, quelle nouveauté apportera la décentralisation? Est-ce que ce sera une nouvelle strate du millefeuille administratif régional ou bien il y aura un réel transfert des compétences? Bon, je crois que au regard des textes que nous avons, il ne me semble pas que cela soit simplement une nouvelle administration de plus. La régionalisation est un processus normal, c'est un nouveau palier de la décentralisation. Jusque-là, nous en avions un seul, c'est les communes. Certains pays en sont à 3, voire 4 niveaux. Nous avons toujours fonctionné avec un seul niveau. Et aujourd'hui, on va vers un deuxième niveau de la décentralisation qui est le niveau méso, c'est-à-dire au niveau de la région. Mais ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois parce que la première expérience de la régionalisation n'a pas tellement été concluante. Et donc on a voulu revenir d'abord aux communes pour avoir suffisamment d'expérience en matière de décentralisation, en matière de pratique dans la décentralisation, avant de passer à un autre palier. Et je pense aujourd'hui qu'on est, la situation est tout à fait mûre pour que les conseils régionaux puissent être mis sur pied. Il faut dire aussi que cette régionalisation intervient dans un contexte de changement de la gouvernance mondiale d'une manière générale. Et ces changements sont marqués par de profondes réformes budgétaires, notamment par l'abandon des types de budgets classiques que nous avons connus jusque-là pour s'orienter vers d'autres formes de programmation budgétaire, ce que l'on appelle les budgets programmes, donc les budgets axés sur les résultats, et qui ont comme spécificité essentielle la territorialisation des politiques publiques. Et donc il est important qu'il y ait des ressorts territoriaux à travers lesquels la mobilisation des financements et la réalisation des objectifs de développement tels que inscrits dans disons, le schéma de développement du pays puisse avoir un ressort territorial à partir duquel il pourrait être je pense que c'est dans l'air du temps. Professeur Viedali, justement, cette question des financements est une nouveauté ou pas? Et justement, dans les nouvelles compétences des conseils régionaux, il y est question du recours à l'emprunt. J'ai ici le texte organisant les conseils régionaux et le conseil régional peut recourir à l'emprunt pour la réalisation de ses objectifs. Est-ce que cela ne va pas créer une nouvelle bulle budgétaire qui donnera des compétences à ces conseils régionaux qui se retrouveraient à la fin de leurs exercices lourdement endettés? Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Justement, en fait, le texte comprend cette clause de recours aux emprunts. Je pense qu'on n'est pas encore à ce stade. Parce que déjà, bon, on connaît très bien le processus de la décentralisation en Mauritanie. On a une grande expérience avec les communes. À un moment donné, on a essayé un peu d'introduire cette histoire d'emprunt. Mais l'emprunt, c'est lourd, à mon avis, pour les conseils régionaux. Mais au-delà de cette question d'emprunt qui, à mon avis, ne va pas tout de suite commencer,
parce qu'on aura encore du temps pour l'apprentissage, même si on a une grande expérience avec la décentralisation. Mais là, c'est un nouveau, c'est un deuxième échelon, si vous voulez, de la décentralisation. Et surtout qu'on n'est pas allé dans le même sens classique que la commune qui avait un service public de proximité. Là, on est en train de créer, de mettre en place des structures économiques, des structures qui ont vocation à développer des régions. Aujourd'hui, je pense qu'il ne sera pas tout de suite mis en application cette histoire d'emprunt. Mais avant même de penser à l'emprunt et tout ça, il faudrait plutôt développer davantage, par des décrets peut-être d'application, cette histoire de ressources durables et stables des conseils. Justement, mais lorsque vous parlez des pôles de compétitivité, par exemple, on donnerait à chaque région une spécialité, l'élevage à l'est, l'agriculture au sud et l'industrie minière au nord, ou alors ce serait des groupements différents de ces... En fait, non, c'est pas vraiment, on n'est pas en train de spécialiser les régions. On est en train plutôt de développer économiquement des régions. Et elles peuvent même se compléter entre elles. Si par exemple, ce serait une erreur si on confie par exemple à une région tel domaine ou tel domaine. Les textes parlent de tout, du tourisme, elles parlent du développement dans toutes ces dimensions. Mais nous savons très bien qu'il y a certaines régions qui sont justement plus spécifiques et plus absorbatrices au tourisme. Par exemple, si on parle de la région de la Drar, elle peut absorber plus de touristes que la région du Khadr Qarbi, par exemple. Oui, la particularité du tourisme est qu'on peut le développer un peu partout. Il suffit d'être créatif, il suffit d'être imaginaire. On imagine des solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu développé au niveau de la DRAD, mais on peut bien le développer dans les autres régions. Mais d'abord, la question de ressources stables reste une question assez importante. Est-ce que ça suit le transfert des compétences? Est-ce qu'on va allouer une nouvelle partie du budget de l'État à ces régions, ou alors est-ce que les services qui dépendaient d'un certain ministère, par exemple, on va dire les lycées et les collèges, oui, bien sûr. Je veux rebondir un peu sur cette question d'emprunt, oui, professeur. Ce qui me permettra un peu de répondre à la question que vous posez. Oui. En fait, dans tout le processus de régionalisation, tel que préfiguré par la loi organique qui vient d'être adoptée par le Parlement et promulguée par le Président de la République, la démarche adoptée par le gouvernement est une démarche de prudence. Démarche de prudence par rapport aux compétences que pourraient exercer les conseils régionaux. Parce que vous avez deux grands domaines de compétences. Il y a ce que l'on appelle des compétences de principe, il y en a 8. C'est la planification et l'aménagement du territoire, les investissements, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, le tourisme, l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, la santé, l'action sociale. Quand vous parlez de prudence, vous parlez de prudence budgétaire? Je parle de prudence en termes de compétences elles-mêmes. En termes de compétences elles-mêmes. Parce que dans le texte fondateur de ces régions, toutes ces compétences sont déclinées en termes de participation A, en termes d'encouragement A, contribution A, promotion 2. Oui, mais si ce n'est pas financé, ça restera lettre morte. Oui, ce qui signifie que ces compétences-là, c'est des compétences partagées. Ce ne sont pas des compétences exclusives de la région. Pas partout. Sur les textes fondateurs des régions, il y a certaines compétences qui sont totalement transférées des ministères vers régions. Pour l'essentiel. L'essentiel des compétences, c'est des compétences partagées avec l'État. Donc il y a une démarche prudente à ce niveau-là. Alors, le deuxième groupe de compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences transférées. Il y a l'équipement et les infrastructures régionales, le commerce, la santé, l'industrie, l'enseignement, l'énergie, eau et assainissement. Ça veut dire quoi? Pas tout l'enseignement. Non, non, non. Que les lycées et les collèges et l'enseignement professionnel. Le texte dit enseignement, point. Et ça, c'est des compétences qu'on appelle les compétences transférées. Ça veut dire quoi, des compétences transférées? C'est-à-dire que ce ne sont pas des compétences que les régions vont exercer de suite, mais que l'État va signer des conventions de transfert avec les établissements, avec les régions, et chacune d'entre elles pourrait exercer des compétences pour lesquelles il est outillé pour pouvoir les exercer. Et donc, peut-être il y aura très peu
de régions qui pourront exercer l'ensemble des compétences transférées, c'est-à-dire les 8 compétences transférées déclinées par... Il y aura quoi alors? Un panachage? Il y a un panel de compétences de principe. Ce sont les 8 compétences qu'on a citées tout à l'heure. Ça, c'est des compétences pour les communes, c'est connu. Pour les régions, c'est connu, et chaque région les exerce. Il y a le deuxième groupe de compétences, ce sont les compétences transférées. Et parmi les compétences transférées, l'État ne transférera aux wilayas que les compétences pour lesquelles elles sont outillées pour pouvoir les exercer. Et le plus souvent, quand il y a une convention de transfert de compétences, il y a également transfert de ressources à la fois humaines et financières pour l'exercice de ces compétences-là. Et le plus souvent, c'est fondé autour d'un programme bien précis et bien articulé que l'État, au lieu de l'exécuter lui-même, le cède à la région pour pouvoir l'exercer. Vous voulez revenir à la question de l'emploi? Oui, en fait, non, justement, cette question de transfert de compétences et autres, on a l'expérience avec les communes. On ne peut pas dire que les communes n'ont pas vraiment réussi, mais on peut dire qu'elles n'ont pas vraiment... Personne n'a dit cela. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on connaît les communes, on a beaucoup travaillé avec les communes, elles ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont performantes, il y en a qui n'ont pas pu vraiment atteindre leurs objectifs en termes de services. Mais tout cela est lié à la fois à la question de compétences transférées et surtout de ressources. Moi, je continue à dire qu'il y a 2 éléments qui sont capitaux dans le succès à la fois des communes et des régions. Si on ne capitalise pas l'expérience des communes en matière de ressources durables, en matière de ressources humaines, on ne va pas évoluer avec les conseils régionaux, ça c'est sûr. Le texte parle par exemple de la possibilité, un peu comme les communes, par exemple de fixer des taxes, des redevances, etc. Mais on ne sait pas encore on ne sait pas encore sur quoi. Cette question d'emprunt, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, comme il dit. Nous sommes dans un processus d'apprentissage qui prendra apparemment du temps, selon ce que dit M. Biran. Parce que si par exemple aujourd'hui, avec les compétences, la promotion du tourisme, etc., nous avons des structures de l'État, centrales ou déconcentrées, qui ont une grande expérience déjà dans ce domaine-là. Le fait de transférer leur pouvoir, tout ce qu'ils avaient déjà, à des structures qui viennent d'être créées, ce n'est pas une chose facile dans la pratique. Théoriquement, c'est excellent. Transférer, promouvoir, travailler ensemble, c'est excellent. Mais il y aura toujours un bras de fer entre ces structures qui viennent d'être mises en place et des structures anciennes qui étaient là. Et la clé de réussite pour les régions, c'est, si vous voulez, les ressources financières stables. Et ce n'est pas à travers les emprunts qu'on peut créer ces ressources. Il n'y a que 3 sortes de ressources: l'emprunt, la collecte des impôts, taxes, redevances, et les financements propres de l'État. À ce niveau-là, à mon avis, il ne faut pas aller dans le même sens que les communes, etc. Il faudrait peut-être évoluer vers une sorte de zone, si vous voulez, franche, au niveau des régions. Parce que si, par exemple, la région... D'ailleurs, le texte, sans vous couper la parole, le texte, il prévoit un statut particulier à la région de Dakhel-Nouadhibou, justement à cause de la zone franche. Oui, justement, mais par exemple, si on continue à compter sur les subventions de l'État, les transferts, bon d'accord, le Sénat a été supprimé, il y a un budget qui va rester, on peut toujours l'allouer aux régions pour leur fonctionnement. Mais si on continue à vivre seulement sur les subventions, les emprunts, etc., on ne va jamais évoluer. D'où la nécessité de trouver des ressources, notamment par le tourisme et par l'encouragement de ressources propres. À ce niveau-là, il faudrait créer de la fiscalité rentable au niveau des régions. Pas seulement la fiscalité classique, comme un peu les communes, la taxe communale, les redevances, etc. du domaine. Il faudrait évoluer vers un système fiscal qui va être attractif pour les investisseurs et les jeunes. Mais ça va encore alourdir le contribuable, parce que si à chaque fois on le taxe à nouveau justement pour développer... Non, au contraire. À Nouadhibou, par exemple, nous avons un régime particulier, incitatif, qui fait que les entreprises se sont installées là-bas. On peut faire de même au niveau des régions. D'accord.
J'aurais une question très importante à vous poser, M. Biran, mais je vais vous laisser finir sur cette question d'emprunt et ensuite on va faire une coupe. Non, je pense que cette question d'emprunt n'est pas aujourd'hui l'élément central qui nous attend, qui nous attend tout de suite. Ce qui nous attend tout de suite, c'est comment vont être configurées les ressources financières des régions. Le texte cite deux types de ressources. Il y a les ressources qui proviennent des transferts de l'État. Et là, la loi dit qu'il y aura des inscriptions au niveau de la loi des finances, de dotation budgétaire en investissement et en fonctionnement pour toutes les régions. Il y aura certainement une forme de calcul pour pouvoir répartir cette cagnotte entre les différentes régions, chacune, en fonction probablement de son poids démographique, du niveau de pauvreté, du gap infrastructurel, comme vous voulez, il y a mille et une... Un peu à l'image du Fonds régional de développement. Un peu à l'image du Fonds régional. Désolé de ne pas vous laisser finir sur le deuxième point. On va écouter ce qu'en pense un ancien ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Yahya Oulked. La région est la deuxième catégorie des collectivités locales créées par les pouvoirs publics. Elle a un ressort territorial plus large que la commune. Elle a des compétences qui sont également différentes. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et a donc la capacité d'ester en justice et d'agir comme étant une entité publique assez autonome. Les moyens, c'est extrêmement essentiel. Parce qu'une dévolution de compétences, et dans beaucoup de législations, notamment dans les pays de la sous-région, il est prévu, texto, que toute compétence transférée doit être suivie des moyens, des ressources suffisantes pour pouvoir l'assurer. L'assainissement, il est extrêmement coûteux. Actuellement, en fait, il est pris en charge par l'État, tenez-vous bien. Et même avec les moyens de l'État, les moyens de la communauté urbaine, ça n'a pas pu être assuré convenablement. Donc, cela vous donne une idée du coût que certaines communes ont. Je vous donne un exemple. Vous avez les kilomètres du goudron. Je crois que ça coûterait dans certaines zones jusqu'à 500 millions de Gouya, dans d'autres 100 à 200 millions de Gouya. Mais quel est le budget d'une commune en Mauritanie qui atteint ce niveau-là? Vous n'en avez pas. Il faut d'abord rappeler que le Sénat n'a rien à voir avec les conseils régionaux. Les conseils régionaux ont une fonction strictement administrative, et donc de développement, qui dit administration dit naturellement développement, donc de gestion, alors que le Sénat a une fonction constitutionnelle qui est claire, législative en particulier. Et il serait paradoxal de supprimer le Sénat au moment où tu crées un nouvel échelon de collectivité territoriale. Parce que la première fonction d'un Sénat tel qu'il a été créé, et notamment en France, c'est justement de représenter, de veiller à ce qu'on puisse respecter l'autonomie des collectivités territoriales. Donc, à ce qu'il y ait un veto sur toute loi qui porte atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales. Maintenant, les collectivités territoriales n'ont pas de défenseurs au niveau macro. Ils n'ont pas de défenseurs parce que tout simplement, la représentation nationale les a quelque peu. Les propos de l'ancien ministre Yahya Oulked étaient recueillis par notre collègue Ahmed Oulilbou. C'est toujours la même thématique. En fait, c'est les carences de l'État jacobin. Est-ce qu'on se dirige vers l'annulation du modèle de la capitale et s'exposer ainsi à faire de la régionalisation un théâtre de compétition entre les acteurs régionaux, ou alors c'est la fin totale de ce modèle? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Permettez-moi d'abord de finir le développement que je suis en train de faire sur les ressources de la commune. Donc j'ai parlé de transfert de l'État comme étant l'apport principal au financement des collectivités territoriales, notamment des régions. Mais il y a également ce que l'on appelle les recettes propres des régions. Ce sont les impôts, les taxes, les emprunts, les produits de vente de biens et de services. Donc tout ça rentre dans le cadre des recettes propres à la région. Et en termes d'impôts et de taxes, les régions ont totalement le pouvoir de fixer l'assiette et la profondeur des impôts et taxes
même si il appartient au service de l'État d'en assurer le recouvrement. Mais la détermination de l'assiette fiscale, l'émission des rôles des impôts est faite par la région, même si c'est le comptable public qui est nommé auprès de la région qui est chargé de ce recouvrement. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque les régions ne disposent pas d'un pouvoir de police qui leur permettrait de pouvoir contraindre les contribuables à payer leurs impôts. Maintenant, la question que vous posez est très importante parce qu'elle est relative à la territorialité de ces régions. On a souvent tendance à penser qu'en donnant des poids assez importants aux régions, on risque d'encourager le renforcement des forces centrifuges qui pourraient remettre en cause l'unité de l'État. Parlons clairement, est-ce que ça renforce la tribu, la fraction, l'ethnie? Je ne le pense pas. Parce que la région, c'est d'abord et avant tout un démembrement de l'État. Deuxièmement, c'est que les régions sont encore tenues en laisse par l'État. Les compétences, soit elles sont des compétences partagées, ou soit elles sont des compétences transférées. Et au bout de la chaîne, on a toujours le regard de l'État, même si dans le texte on ne parle pas de tutelle, mais on parle du contrôle de l'égalité des actes. L'esprit de la loi évoque totalement la tutelle parce que c'est des élus, mais ils peuvent être révoqués par l'État, pas le ministre de l'Intérieur. Le terme tutelle n'existe pas dans le texte, mais on parle, pas dans la lettre. On parle de contrôle de l'égalité des actes. Le professeur semble extrêmement rassurant sur cette question-là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, je finis, s'il vous plaît. Oui. Je pense qu'en calant les territoires de la région au territoire de la wilaya, on en tire au moins 3 avantages. Le premier avantage, c'est la simplification du contrôle par l'État de l'exercice des compétences par les communes. Parce qu'on n'a pas les régions par exemple. On a une région qui équivaut à la délimitation ne change pas. Absolument. Donc le contrôle administratif est beaucoup plus facile à exercer. Absolument. Le deuxième avantage, c'est cela facilite la mobilisation des services techniques déconcentrés au profit de la région. Parce que si vous avez une région qui s'ouvre sur plusieurs wilayas, ce sera extrêmement difficile de mobiliser les services déconcentrés de l'État parce que chacune relevant d'une autre autorité administrative. De Wali, vous parlez. Dans notre Wali, par exemple. Alors là, ça simplifie la chose. Le troisième élément, c'est que ça permet de maintenir les équilibres sociopolitiques intra-régionaux, mais aussi interrégionaux, pour lesquels la pratique de l'État a sécrété un certain nombre de règles non écrites de gestion, si vous voulez, de soumission, comme vous dites. Moi, je l'appelle de gestion. Parfois, c'est soumission, parfois, c'est rétribution, parfois, c'est coercition, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà les 3 avantages. D'accord. Par contre, moi, j'aurais souhaité que la région ne soit pas calée à la région administrative. Parce que je pense que pour être fonctionnelle, pour être porteuse d'une dynamique de développement, la région doit connaître une certaine homogénéité géographique, historique, culturelle, voire même sociopolitique. Avec quoi? Une homogénéité avec quoi? Une homogénéité, je vous donne un exemple. Quand vous prenez la région naturelle, qui est un bassin de vie, qu'on appelle l'Aftot, qui est aujourd'hui partagé entre au moins 3 wilayas. Vous avez la Saba, vous avez le Brakna, et vous avez le Gorgol. Ce sont les 3 wilayas de l'Aftot. Mais ce Aftot devient portion négligeable à l'intérieur des wilayas que sont le Brakna, le Gorgol et la Saba. Les priorités de développement et les urgences sont ailleurs plutôt que de porter véritablement le développement de la région de l'Aftot. Oui, mais ça c'est valable pour l'Aftot, mais on peut en citer peu d'exemples ailleurs. Si, je peux vous en citer à volonté. Quand vous prenez un bassin de vie naturel comme celui de Couche,
toute la région de Kouch, qui va de Bassiknou jusqu'aux environs jusqu'au sud de la wilaya de Haw al-Gharbi, vous avez une homogénéité naturelle dans ce même bassin. Et un bassin de vie qui n'a rien à voir, qui ne partage absolument rien avec ce qui se passe au niveau du Harnema. On va donner la parole à M. Yedali. Oui. En fait, juste ce dernier point qu'il a cité, moi je pense que c'est pas vraiment, je suis peut-être pas d'accord avec vous, désolé, c'est pas vraiment une raison, cette histoire d'harmonisation ou autre. En fait, le fait qu'il y ait, par exemple, des cas particuliers comme l'aftote, etc., entre trois régions, c'est une bonne chose, parce que ça encourage justement la collaboration et le travail entre les trois régions, parce qu'on n'a presque pas de région qui peut être indépendante économiquement des autres. Alors, s'ils ont déjà une raison qui est là, qui est solide, qui fait qu'elle s'entraide et qu'elle crée un pôle autre que le pôle au niveau régional, c'est une bonne chose. Ça va leur permettre d'aller encore de l'avant et prêter attention à ces cas particuliers. J'aimerais aussi que vous réagissiez sur la question que j'ai posée au professeur Wan Biram, à savoir est-ce que la régionalisation n'encourage pas les forces centrifuges à prendre plus d'indépendance par rapport à l'État central? En fait, je ne pense pas, d'après ma connaissance de ces régions, etc., cette régionalisation ne va pas dans le sens d'encourager justement ou les bien voilà, justement. Parce que déjà, la région, elle n'est pas vraiment basée sur une organisation ou un aspect ethnique, etc. On peut avoir des régions qui englobent énormément d'ethnies, énormément de tribus, etc. Certes, il y a peut-être des tribus qui sont dominantes vu leur poids politique, de vote, etc. Mais d'après ce qu'on a vu, les élections récentes et tout, je pense que le risque, on n'est pas vraiment devant un risque de compromettre, si vous voulez, l'unité nationale. Et d'ailleurs, la tutelle est là, justement, le centre est là pour garantir, justement, cette histoire de... Mais la décentralisation est censée être un premier pas vers une plus large autonomie. Oui, en fait, par exemple, si vous raisonnez ainsi, vous allez tout de suite parler de Nouadhibou. Oui. Nouadhibou, il commence à prendre vraiment du poids. Absolument. Il y en a qui ont dit, il y a quelques années, que Nouadhibou pourra, un jour ou l'autre, se déclarer indépendant. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il ne peut en aucun cas être indépendant du centre. Ça, c'est la réalité de la Mauritanie. C'est peut-être Hong Kong, c'est peut-être d'autres régions qui sont fortes économiquement et qui ont un aspect ethnique particulier. Ce n'est pas vraiment le cas, par exemple, de Nouadhibou. Par rapport aux régions, je pense que la philosophie derrière ce découpage, parce que là, comme dit le professeur Biram, on n'a pas dérogé au découpage administratif qu'on avait. On s'est superposé sur ce qui existait comme région déjà. Donc ça, c'est déjà une assurance. Si on avait, comme il dit, allé dans le sens de découper, voilà, l'AFTO doit être tel ou tel ou tel, là, peut-être on va encourager... Je crois qu'il y a des choses à préciser un peu. Moi, je partage avec vous le souci d'arriver à une configuration où tous les territoires se complètent. Oui. Où il y a une certaine solidarité territoriale, et il y a une certaine... Mais je regrette que dans le texte créant les régions, que ce texte ne pique pas mot de ce que l'on appelle la coopération interrégionale. Il parle pourtant du partenariat public-privé. Oui, en fait, ça c'est une autre partenariat public-privé, c'est à l'intérieur même de la région. Ou entre la région et la capitale. Entre deux régions, ou trois régions, ou quatre régions qui auraient pu s'associer autour d'un projet. Donc le concept même de l'interrégionalité n'existe pas encore dans le texte.
Mais on peut être rassuré par le fait que ça ne l'interdit pas et tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et que donc à travers les textes réglementaires qui viendront derrière, qu'on ouvrira des fenêtres vers cette ça peut donc être une amélioration du texte. Oui, cette coopération interrégionale. Mon propos de tout à l'heure, c'était surtout pour montrer que le découpage administratif sur lequel on a plaqué les régions était un découpage répondant à un objectif principal qui est celui du contrôle administratif et politique. Mais les débats, me dit-on, a existé au préalable à ce texte-là. C'est-à-dire qu'il y avait justement la question que vous posez tout à l'heure sur des régions qui seraient un peu moins nombreuses que les 13 actuelles et donc qui engloberaient plusieurs régions. Ce n'était pas forcément autour des bassins, mais la question existait déjà. Donc ça a été tranché dans l'autre sens. D'un point de vue du droit, oui. La région décentralisée ne se cale pas forcément à la région déconcentrée. On pourrait avoir un nombre de régions qui est inférieur au nombre de régions administratives telles que nous l'avons actuellement, comme on pourrait avoir un nombre de régions qui est supérieur au nombre de régions administratives. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le débat a existé et il a été tranché dans l'autre sens. Dans tous les cas, la territorialité est un processus itératif. Il est changeant. Oui, bien sûr. Le débat aujourd'hui en France, il est autour du regroupement de certaines régions. Vous le savez mieux que moi, professeur. C'est juste parce qu'en Europe, tout le monde veut tendre au grand modèle des Länder allemands. Tout le monde va arriver à ce fameux chiffre des 16, mais on n'est pas obligé de copier le Conseil de l'Europe. Oui. Moi, je voulais aborder la question de la dissolution des conseils régionaux. C'est un organe élu qui peut être dissous sur proposition de l'exécutif. Est-ce que ne se poserait pas là la question de l'indépendance des conseils régionaux par rapport à un poste nommé qui est le ministre de l'Intérieur? Je crois que parler d'indépendance des régions, c'est un peu un abus de langage. Tout comme parler de l'autonomie des régions. Parce que décentralisation ne veut pas dire autonomie. Les collectivités territoriales, que ce soit des communes ou que ce soit des régions, c'est des démembrements de l'État. Donc, le maire, comme le président du conseil régional, est d'abord et avant tout un représentant de l'État. Il porte la casquette de représentant de l'État. Oui, mais il est élu. Donc ça lui donne une légitimité supérieure, puisque justement il tire cette légitimité du suffrage universel. Ça dépend de quelle position on se situe pour parler de légitimité. Je crois que... Nous allons reprendre après une page de publicité. Nous revenons. Bonsoir, nous reprenons le débat donc là où il était. Vous étiez en train de dire que cela dépend, mais je ne vois pas ça dépend de quoi. On a d'un côté un ministre nommé et de l'autre un président du conseil régional élu. L'un peut dissoudre l'autre par un simple rapport. C'est ce que dit le texte. Un ministre nommé pour exécuter une politique d'un gouvernement, je ne vois pas en quoi il aurait une légitimité moindre que celle d'un élu local. Je pense que chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Le gouvernement, il a son rôle à jouer. La région, elle a son rôle à jouer. Il y a une forme de régulation qui doit être exercée et cette régulation doit être exercée par l'État. D'accord. Et les conditions dans lesquelles la dissolution d'un conseil régional peut être faite est strictement réglementée par la loi. D'accord. Oui. La même question. En fait, c'est vrai que là, tout à l'heure, il parlait
de l'inexistence dans les textes de la tutelle. Et c'est ça, en fait, la tutelle. La tutelle, elle sert à ça. Elle sert à un contrôle de l'égalité et elle sert également à appliquer la loi, par exemple, pour dissoudre ou autre un conseil dans les conditions que vous avez, que vous venez de citer. Bon, je pense que la problématique des conseils régionaux ne sera pas vraiment directement cette question de dissolution. C'est plutôt la question de travailler et de collaborer avec les autres structures. Parce que, comme on dit, ils ont des tâches qui sont précises, des missions qui sont les leurs, mais ils ont surtout, en grande partie, des missions qui doivent être faites en collaboration avec d'autres structures, qui sont des structures centrales et déconcentrées de l'État. C'est là où va être vraiment le grand enjeu de la région. On a vu cela avec les communes. Les communes n'arrivaient pas à décoller vraiment comme il se doit. Par exemple, les communes, elles ont compétences en matière d'enseignement primaire, en matière de santé, etc. Mais est-ce que vraiment on leur laisse les champs libres pour travailler? Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont les compétences réellement financières et ressources humaines pour exercer ces compétences? La région, à mon avis, le texte, il est bien, et puis il y aura encore des textes d'application, des décrets, etc., qui vont préciser pas mal de passages, et on en a vraiment fort besoin. Mais le risque pour moi, c'est qu'on se retrouve à un moment donné dans une situation où se trouvent les communes. Professeur Yedali, j'ai ici l'article 79, vous le connaissez mieux que moi, il donne une liste des membres des personnes qui n'ont pas le droit de prendre part ni d'être candidat, ni participer à la campagne. Bon, naturellement, il y a la APA, il y a la CNI, il y a les trésoriers, les directeurs des impôts, les directeurs des douanes, des domaines, etc., etc., les directeurs des services régionaux de l'État. Ensuite, il est dit expressément qu'il est interdit aux fonctionnaires et agents prévus par l'alinéa ci-dessous d'exercer toute activité politique, de participer aux campagnes électorales, Ensuite, je n'ai vu nulle part des textes prévoyant ce qu'il faudrait faire si ces agents de l'État ne se conforment pas à cette loi. Je rappelle que ceci a été publié au journal officiel. On ne parle pas de projet de loi, on parle d'une loi. Oui, justement, ce n'est pas uniquement le cas pour cette loi de région. On fixe des règles, par exemple, mais il n'y a pas, par exemple, des sanctions. Il n'y a pas ce qu'on doit faire, par exemple, au cas où ces personnes exercent, par exemple, ou se mêlent de ces histoires politiques, par exemple. Mais bon, est-ce que c'est vraiment très utile d'en parler dans une loi? Connaissant par exemple la loi normalement... Soit c'est pas utile, dans ce cas il ne fallait pas l'aborder dans la loi, soit c'est utile et dans ce cas il faut le compléter. On parle d'une loi. Oui, on peut par exemple parler de fonctions qui sont incompatibles par exemple avec les régions. Oui. Mais exercer, faire de la politique, etc., à mon avis, c'est vraiment pas dans le contexte mauritanien, on n'est pas encore à ce stade-là. Pourquoi dans ce cas le législateur en parle? Oui, il en parle, mais il ne fixe pas encore les règles ni d'application de ces textes, ni les sanctions qui viendront derrière au cas où on exerce cela. Je pense que c'est un débit qui mérite d'être développé encore davantage par des textes d'application de la loi. Quand on est en rapport direct avec la région, alors que du point de vue de vos fonctions, vous avez un certain pouvoir, vous avez accès à un certain nombre d'informations qui font que votre intrusion dans le champ politique crée de fait, disons, une sorte de déséquilibre. Parce que ça offre un avantage comparatif à la personne que vous soutenez. Concurrence déloyale. Concurrence déloyale, exactement. Absolument. Donc, pour toute entité nouvelle qui est créée, prévoit forcément le régime des incompatibilités. Je pense qu'on est parfaitement dans les règles. Dans ce cadre-là. Maintenant, ce qui peut peut-être se poser, c'est quels sont les types de sanctions auxquelles peuvent être exposés. Je crois qu'il y a certaines sanctions qui sont déjà prévues par la... En tout cas, les textes n'en parlent pas. Oui, peut-être pas dans ce texte, mais il y a d'autres textes qui il y aura peut-être d'autres textes qui vont s'appliquer, comme dit Biron. Mais je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui, par rapport à cette régionalisation vers laquelle nous avançons,
il peut se résumer en 3 choses. La nécessité d'approfondir ce que l'on appelle la déconcentration des services techniques de l'État. Parce qu'aujourd'hui, pour que ces régions puissent exercer les compétences qui leur sont devenues, elles ont absolument besoin des services déconcentrés de l'État. Parce qu'aucune région ne peut monter son service d'hydraulique, son service d'eau, son service de santé, son service d'éducation, son service d'environnement, etc., etc. Et donc on va avoir au niveau de la même wilaya un service d'éducation pour la région et un service d'éducation pour la wilaya. Un service d'éducation pour... Ce n'est pas possible. Le projet prévoit justement, en tout cas pourquoi je parle de projet, la loi prévoit justement que la gestion des lycées et des collèges et aussi de l'enseignement professionnel soit dévolue à la région. Est-ce qu'à terme, et aussi il parle du personnel d'appui, que c'est la région qui peut le recruter. Imaginons qu'à d'école, le cas n'existe pas maintenant puisque les 13 wilayas ont été gagnés par les mêmes partis. Imaginons que d'autres partis à tendance idéologique puissent gagner une région. Est-ce qu'ils ne peuvent pas exercer une influence sur le programme scolaire à travers ce personnel d'appui? Les programmes scolaires, ils sont fixés pour l'ensemble de la Mauritanie. Oui. Ils sont unifiés. Donc le risque n'existe pas. Non. La région, elle gère quoi? La région, elle gère quoi? Elle gère les infrastructures. Et elle recrute le personnel. Et elle recrute le personnel. Le personnel de la région, pas le personnel. Le personnel, c'est le qui peut être personnel d'appui. Oui, qui peut être un personnel d'appui, mais ça ne veut pas dire que la région pourrait modifier les programmes scolaires et autres. Ça, c'est encore géré par l'État. Oui, à ce niveau, par exemple, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le chevauchement, par exemple, des missions entre les différentes structures. Si, par exemple, on confie cet enseignement secondaire et professionnel aux régions, que va être le rôle maintenant des ministères centraux et des services déconcentrés qui étaient déjà sur ce point, sur cette chose-là. Le programme reste central, mais la gestion est régionalisée. Oui, en fait, mais vous aurez toujours pour par exemple limiter les risques, comme vous dites, que d'autres viennent, si vous voulez, commercialiser ou faire de la publicité pour leur idéologie, par exemple. Il faut qu'il y ait une inspection, par exemple, de l'enseignement secondaire ou même primaire au niveau des communes, par exemple. Cette inspection, elle va être exercée par qui? Par les ministères. Donc il y a toujours des missions qui vont rester au niveau des ministères. Bon, si on se limite vraiment uniquement à la gestion des infrastructures, le recrutement du personnel, etc., à mon avis, on va copier un peu la commune. Et ça n'a pas bien marché parce que vous savez très bien que, par exemple, pas mal d'infrastructures qui sont là, qui existent et qui sont vraiment faites selon les normes, etc., ne sont pas exploitées à cause, par exemple, de l'indisponibilité du personnel, par exemple, professionnel pour l'enseignement, ou sanitaire, par exemple, le côté centre de santé. On risque de copier la même chose. Non, je crois qu'il faut être prudent sur le comparatif entre communes et régions. Ce n'est pas le même personnel. En fait, non, ce n'est pas les mêmes compétences. Ce ne sont pas les mêmes approches. Justement. Je n'ai pas un problème de chevauchement de compétences, comme vous le dites. Parce que je pense qu'avec les nouvelles missions qui sont celles des régions, c'est plutôt l'État qui se dégage pour pouvoir se concentrer par rapport à ces missions essentielles. Parce que la vocation de l'État, ce n'est pas de gérer le collège de Adelbago, ou encore moins le lycée de Théière. Le rôle de l'État, le rôle du ministre de l'Éducation nationale, ce sont de se concentrer aux tâches écrasantes et essentielles, qui sont celles de la définition des politiques, qui sont celles de la réglementation, qui sont celles de la régulation du système. Laisser la gestion des infrastructures scolaires elles-mêmes, leur création, leur gestion,
c'est une gestion de proximité. Professeur, Et nous la gestion arrivons de proximité, vraiment ce sont au terme de cette émission. Je vais vous laisser conclure puisque le professeur a démarré. Très rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je pense que les régions sont déjà une bonne mesure prise par le gouvernement mauritanien. Et à mon avis, elle représente une opportunité, une réelle opportunité pour l'auto-emploi et pour l'investissement, l'emploi des jeunes au niveau des régions. On en a fort besoin parce que le chômage il est concentré sur l'urbain, à Nouakchott, etc. Si on arrive à pousser ces régions à se développer, à créer elles-mêmes des ressources fiscales et autres, mais qui soient des ressources vraiment rentables, on peut attirer des jeunes, des investisseurs au niveau des régions, ça va créer des emplois. Nous espérons que ce débat aura permis de lancer quelques pistes de réflexion concernant ces nouvelles arrivants, qui est l'élection régionale. Les municipales existaient déjà, ainsi que les législatives. C'est donc la grande nouveauté du paysage politique mauritanien. À la technique aujourd'hui, le graphiste Ethman Ali, caméra Mohamed Oulhamdi et Vadel Oul Mohamed Salim. Le débat d'Israël est une émission réalisée pour Mohamed Lemine Oul Tajdin. Notre émission continue sur la page Facebook TV Sahel. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.